le chasseur furtif américain F-117 Nighthawk. Beaucoup de gens croient encore que sa furtivité ne tient qu'à sa forme bizarre et son revêtement qui absorbe les ondes radar. Ouais, si seulement c'était aussi simple que ça. C'est tellement réducteur que c'en est presque insultant pour ce vétéran qui a ouvert la voie de tout un tas d'autres appareils comme le B-2 Spirit ou le F-22 Raptor. Allez, aujourd'hui je vous explique tous les secrets de fabrication qui rendent cet avion beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez croire. C'est parti! Pour commencer, petit retour sur la naissance du F-117. L'étude d'un avion furtif est la conséquence des progrès technologiques de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam. La Deuxième Guerre mondiale a vu le développement, à grande échelle, du radar qui permettait de voir arriver de plus en plus loin les raids de bombardiers ennemis, et sa miniaturisation, associée à des batteries de DCA, a permis de rendre ces armes toujours plus efficaces. Dans les années 60, les canons de DCA, qui tiraient un peu dans le tas en espérant faire mouche, ont progressivement laissé place à des batteries de missiles de plus en plus performants. Et si vous voulez une preuve que ça marchait plutôt bien, posez la question à Francis Gary Powers, qui s'est fait abattre à bord de son U-2 le 1er mai 1960, alors qu'il se croyait hors de portée des batteries de missiles SA-2 soviétiques. Mais alors que la guerre froide promettait un théâtre d'opération saturé en batteries de missiles sol-air, la guerre du Vietnam, elle, a vu l'arrivée des missiles embarqués sur des chasseurs, rendant le combat canon de plus en plus obsolète, au profit d'un couple radar-missile qui permettait de tirer sans même voir son adversaire. Donc vous l'avez compris maintenant, le premier ennemi à battre avant même de pénétrer sur le champ de bataille, c'était devenu le radar. Bon ça, c'était la mise en contexte. Alors maintenant, on va faire quelques rappels sur la notion de furtivité, parce que comme je vous l'ai dit, ça ne se résume pas seulement à être invisible au radar. La furtivité, c'est être capable de se soustraire à toute forme de détection, qu'elle soit électromagnétique bien sûr, mais aussi visuelle, acoustique ou encore infrarouge. Et pour arriver à contrer toutes ces formes de détection, vous allez voir que le F-117 met en application tout un tas de technologies qui vont des plus basiques aux plus innovantes. Et donc, pour réduire au maximum le risque de voir ces appareils se faire tirer comme des mouches, l'US Air Force va lancer au milieu des années 70 un programme de recherche pour un avion indétectable, nom de code AVBlue. La division Skunk Works de Lockheed va donc se servir de son expérience acquise sur le développement du SR-71 et d'une nouvelle technologie appelée informatique pour dessiner son nouveau prototype et pouvoir le faire voler. Parce que sans informatique, dites-vous bien que le F-117 serait incapable de voler avec son aérodynamique contrariée. C'est uniquement grâce à ses calculateurs embarqués qu'il est stable en vol et qu'il ne retombe pas au sol, comme les fers à repasser dont il a la forme. Alors pour gagner encore plus de temps sur la phase de développement, ils vont tout simplement utiliser des éléments provenant d'autres avions, comme le train d'atterrissage du A-10, le cockpit du F-5 ou encore le système de commande de vol électrique du F-16. Et en à peine 2 ans, ils vont créer ce démonstrateur technologique aux formes encore jamais vues. Et malgré quelques problèmes lors des essais en vol qui vont conduire au crash d'un des 2 prototypes, les tests vont démontrer toute la pertinence du projet. C'est donc comme ça que fin 78, Lockheed va recevoir un contrat pour la construction d'un appareil d'attaque furtif reprenant les caractéristiques du projet AVBlue. Alors si l'on reprend les formes générales du démonstrateur, vous allez voir que le F-117 est bien différent de son petit frère. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, indépendamment l'un de l'autre, ce n'est pas forcément flagrant, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, ça saute tout de suite aux yeux. Le F-117 est beaucoup plus grand et 5 fois plus lourd que le AVBlue, mais pas seulement. D'abord un petit détail pas forcément visible comme ça au premier coup d'œil, mais sa flèche est un peu moins prononcée. Mais ce qui est le plus flagrant se situe au niveau de la queue de l'appareil. À la place de ces 2 dérives inclinées vers l'intérieur, le F-117, lui, est équipé d'une dérive en V, sûrement pour donner un peu plus de maniabilité à l'appareil. Enfin, au lieu d'une verrière de cockpit en biseau coupée en 2 par un montant central, le F-117 va recevoir un pare-brise plat pour gagner en visibilité, et surtout pour permettre l'installation d'un collimateur tête haute. Bon, maintenant qu'on a passé les basiques, que je vous ai expliqué vite fait le contexte et l'origine du programme, parce que oui, une vidéo YouTube, c'est un peu comme une rédac au collège, faut faire une intro. On va enfin pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui rend cet avion vraiment furtif? Ça va peut-être vous surprendre, mais la première des technologies utilisées sur cet appareil, c'est, attention, roulement de tambour, la peinture noire. Et oui, le Nighthawk, ça attaque la nuit, et donc le meilleur moyen de ne pas se faire voir, c'est encore d'être peint en noir. C'est peut-être très con dit comme ça, mais ça fait partie d'un tout. Le premier moyen de détection mis en œuvre, ça reste encore l'œil humain. Si on veut rester discret, faut pas se faire voir. Un simple reflet de lune sur une carlingue un peu brillante et hop, vous êtes repéré. Je vous l'ai dit, il va y avoir des révélations dans cette vidéo. Bon allez, on va passer à ce que tout le monde attend, la furtivité radar. Dans les années 70, on a commencé à utiliser des ordinateurs qui permettaient de faire des calculs de plus en plus complexes, et c'est grâce à ces outils informatiques qu'on a pu calculer ce qu'on appelle la surface équivalente radar, la SER. Pour faire simple, c'est la mesure de l'énergie renvoyée par une cible éclairée par un radar et exprimée en mètres carrés. Alors si vous préférez les formules mathématiques,
Je vous la mets là quelques secondes, mais moi, m'en voulez pas, je vais me contenter de cette définition. Bref, les ingénieurs ont calculé que la SER des avions allait de quelques mètres carrés pour les bombardiers ou les avions de transport à moins de 1 mètre carré pour les chasseurs. Il fallait donc arriver à rendre cette SER la plus proche de 0. La première solution va donc être de dessiner un appareil sans aucune forme arrondie et composé uniquement de facettes. Le but de ce design était, quelle que soit la provenance du faisceau radar qui balayait l'avion, de ne jamais renvoyer l'onde dans sa direction. C'est basique, mais si le radar ne reçoit aucun écho en retour, il ne sait pas que vous êtes là. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'un avion, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément la carlingue qui renvoie le plus d'ondes radar. En fait, il y a même 3 gros points noirs dans la conception d'un avion. C'est le cockpit, les réacteurs et les points d'emport d'armement sous les ailes. Le cockpit, à lui tout seul, c'est une espèce de spot rempli de formes biscornues qui ne demande qu'à renvoyer de l'énergie dans toutes les directions. Alors pour contrer ce phénomène, les surfaces vitrées vont être réduites au minimum nécessaire. De toute façon, ce n'est pas un avion de chasse qui a besoin de donner un max de visibilité à son pilote pour du combat à vue. Le F-117, il est juste là pour délivrer de l'armement de nuit de la manière la plus précise possible grâce à ses capteurs. Bon, pour diminuer encore plus les risques liés au cockpit, les bordures des ouvertures ne vont pas non plus être bien droites mais en forme de dents de scie, toujours pour disperser les ondes dans toutes les directions. Et comme si ça ne suffisait pas, ces vitres vont être recouvertes d'un revêtement métallisé, là encore pour qu'elles ne laissent entrer qu'un minimum d'énergie. Regardez bien les verrières des chasseurs d'aujourd'hui, elles ont souvent cette teinte jaunâtre. C'est parce qu'elles sont généralement traitées à l'or pour empêcher les ondes radar de pénétrer dans le cockpit. Ouais, c'est pas juste pour faire classe, même si l'or ça reste quand même classe. Deuxième point noir maintenant, les réacteurs. Les radars adorent ça. Des ouvertures béantes ou s'engouffrer pour taper sur des ailettes de compresseurs métalliques en mouvement, il n'y a rien de tel comme miroir à ondes. Bref, pour éviter ça, le F-117 va recevoir des grilles de protection au niveau des entrées d'air. Entrées d'air qui sont situées au-dessus des ailes et légèrement en retrait pour être moins détectables depuis le sol en profitant du masque de l'aile. C'est exactement ce que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le A10. Parfois, un simple élément de structure placé au bon endroit suffit à réduire la signature d'un avion. Enfin, dernier point noir, l'armement. Avoir des points d'emport sous les ailes pour emporter des bombes, c'était tout simplement impensable. Ça aurait ruiné tout le concept. Alors pour ça, il n'y avait qu'une seule solution. Cacher tout ça dans une soute. Et sur un chasseur, la place est comptée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'en possède que 2 points d'emport. Et là, je vous l'accorde, ça fait un peu léger quand même. Et d'ailleurs, cette soute, c'est le seul gros point faible de l'appareil. Parce que pour délivrer son armement, il faut bien l'ouvrir cette soute. Et là, la furtivité, elle en prend un sacré coup. Mais bon, vous allez me dire qu'au moment où on ouvre la soute à armement, ça ne dure que très peu de temps et de toute manière, il est déjà trop tard pour sa cible. Alors les facettes, c'est déjà une bonne avancée, mais ça ne suffit pas. Alors l'avion va être recouvert d'une peinture spéciale à base d'époxy et de ferrite, des sortes de microbilles de métal qui vont servir à piéger au maximum l'énergie de l'onde émise par le radar. Inconvénient, c'est extrêmement fragile, ça craint l'humidité et ça demande énormément de maintenance. La moindre éraflure ou le moindre changement d'un élément de fuselage demande des dizaines d'heures de travaux pour entièrement rénover les surfaces. Enfin, pour parfaire le tout, la structure de l'appareil va faire appel à tout un tas de nouveaux matériaux pour l'époque, comme des céramiques, de la fibre de carbone ou encore des sandwichs à base de caoutchouc et d'époxy. Alors tout ça, est-ce que ça suffit pour rendre l'avion complètement indétectable? Non, parce que même si on admet que l'avion est quasiment indétectable au radar, il y a toujours des moyens de détection infrarouge cette fois-ci. Vous vous en doutez, un avion de chasse, ça chauffe, ne serait-ce qu'à cause de ses réacteurs, mais aussi du frottement de l'air sur sa carlingue. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi sert cette grosse boule sur le nez d'un Rafale, c'est tout simplement un capteur optronique qui lui permet de détecter une cible infrarouge à près de 100 km sans même allumer son radar. La cible est détectée sans même avoir besoin d'être éclairée au radar. C'est ce qu'on appelle de la détection passive. Et aujourd'hui, tous les chasseurs modernes sont équipés de ce genre de dispositif. Et sur tous les chasseurs, forcément, la plus grosse source de chaleur se trouve au niveau des tuyères de réacteurs. Donc première chose dont on va se passer sur le F-117, c'est de la post-combustion. Le F-117 est fait pour des missions d'infiltration et de tir chirurgical. Pas besoin d'un surplus de puissance qui crache des flammes et rendrait l'avion aussi visible qu'un phare dans la nuit. Que ce soit d'ailleurs aux infrarouges, comme à l'œil nu. Et en plus, la post-combustion, ça vous pète les oreilles. Alors question discrétion, là encore, on repassera. Quand on veut être furtif, on évite de se faire voir, mais aussi de se faire entendre. Vous n'avez qu'à poser la question à un ninja. Mais même sans post-combustion, il reste toujours des gaz chauds à évacuer. Alors pour diminuer au maximum la température des gaz à la sortie des tuyères, les ingénieurs ont pensé à plusieurs solutions. Tout d'abord, avant même de sortir des tuyères, les gaz vont être mélangés avec de l'air prélevé à l'extérieur pour commencer à les refroidir. Ensuite, au lieu d'utiliser des tuyères étroites et bien rondes, celles du F-117 vont être plates et les plus larges possibles afin de diffuser au maximum les gaz d'échappement.
Enfin, dernière solution, les tuyères vont être positionnées au-dessus du fuselage pour être encore moins détectables, depuis le sol encore une fois. Pour ce qui est de l'échauffement de la carlingue, eh bien le simple fait de rester à des vitesses subsoniques évite d'atteindre des températures trop élevées. Et de toute façon, sans post-combustion et avec son aérodynamique de frigo, eh bien le F-117 serait bien incapable de passer le mur du son, lui qui se traîne plutôt à des vitesses autour de Mach 0,8. Enfin, une chose à laquelle on pense rarement, c'est la détection passive. Je vous en ai déjà un peu parlé quand j'ai évoqué le domaine de l'infrarouge, mais il y a un autre moyen de se faire repérer, c'est d'émettre des signaux électromagnétiques qui peuvent être triangulés. Et en matière d'émissions électromagnétiques, eh bien un avion de chasse, ça en émet de deux sortes. La première, eh bien c'est l'utilisation d'un radar qui balaye le ciel devant lui. Rien de tel pour se faire localiser par les capteurs des ennemis qu'on veut surprendre. C'est comme jouer à cache-cache en hurlant qu'on est planqué dans le placard. Alors sur le F-117, eh bien pas de radar. Le pilote se contente d'une préparation minutieuse de son plan de vol qui lui permet d'éviter au mieux les zones où sont susceptibles de se trouver les défenses aériennes, et il reçoit aussi, en parallèle, les informations des menaces éventuelles transmises par un AWACS qui assure la veille aérienne. En gros, l'AWACS lui sert de radar déporté. Enfin, le F-117 va limiter au maximum toute transmission radio. C'est d'ailleurs pour ça qu'il opère généralement seul, pour ne pas avoir à se coordonner avec un ailier. Il se contente juste de recevoir et d'analyser les transmissions de données dont il a besoin pour sa mission. C'est grâce à tout ça qu'on peut considérer le F-117 comme une sorte de scalpel. Il n'était pas là pour faire des dégâts de grande envergure en déversant des tapis de bombes, non, lui, il était entièrement destiné à faire des frappes chirurgicales, balancer au mètre près une bombe sur un objectif précis, et généralement de haute valeur, comme un centre de commandement par exemple. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que les Serbes ont réussi à en descendre un pendant la guerre du Kosovo? Eh bien ça, je vous le raconterai dans un prochain épisode, où je vous expliquerai aussi tous les moyens qui existent pour détecter les avions indétectables. Et vous verrez que les avions furtifs n'ont finalement plus rien d'invisible. Alors, pour ne pas rater cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!